Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de Grand Débat. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème que tout le monde connaît, c'est la sécurité dans les transports. Tout le monde utilise plus ou moins régulièrement les transports en commun et chacun sait que les questions de sécurité se posent avec une grande acuité. Les vols, les incivilités, les fraudes, les violences et puis depuis peu, la menace terroriste. Alors, les défis sont effectivement très nombreux dans ce domaine et nous avons aujourd'hui la chance d'évoquer tous ces sujets avec Jean-Claude Borel-Garin, qui est ancien numéro 2 du RAID, qui est ancien directeur zonal de la sécurité publique et qui est aujourd'hui directeur sûreté et lutte contre la fraude du groupe Keolis. Le groupe Keolis, on ne le sait pas toujours très bien, c'est en fait un leader mondial du métro automatique et du tramway qui est présent dans très nombreux pays et il transporte en gros plus de 3 milliards de passagers par an. Alors, Jean-Claude Borel-Garin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est la configuration de Keolis, qui n'est peut-être pas très connu du grand public, mais qui est un acteur majeur du transport ? Alors, Keolis, comme vous l'avez dit, est un groupe national, mais également international. Nous fonctionnons dans 17 pays. Nous avons à notre capitale la SNCF pour 70% du capital et la Caisse des dépôts et consignations du Québec. D'un côté, nous avons un opérateur technicien, technologique, c'est la SNCF avec ses ingénieurs, et de l'autre, nous avons des financiers. Et ce qui fait que le groupe est un groupe bien assis sur ses fondamentaux et qui est bien équilibré. Nous exploitons du bus, effectivement, du tramway, du métro, du train également, tant en France qu'à l'étranger. Nous sommes, vous l'avez dit, leader mondial dans le métro automatique. Nous exploitons 136 km de métro automatique dans une dizaine de pays, dont la France. Et nous sommes aussi leader en France, notamment dans le tramway. Vous gérez aussi, je crois, des parcs de stationnement et puis des VTC. Alors, nous avons une filiale qui est EFIA, qui gère des parcs de stationnement. Nous exploitons aussi, puisque vous voulez de la précision, nous exploitons également du téléphérique, notamment à Brest, et du funiculaire à Lyon. Oui. Donc ce sont des moyens de transport, si je puis dire, très variés, et donc vous êtes confronté à des menaces très variées. Tout à fait. Alors aujourd'hui, les moyens de transport sont tellement variés qu'on dit que Keolis est opérateur de mobilité. Ça va du vélo jusqu'au transport à la demande, avec pour les personnes à mobilité réduite, où nous sommes également propriétaires de la marque Le Cab. Alors, sur la menace, la menace, à l'origine, c'est de la délinquance. Et puis, progressivement, ces menaces ont évolué. Alors, de la délinquance, pourquoi ? Parce que le transport public, il se fait, en tout cas pour Keolis, dans les villes et dans l'interurbain. Dans les villes, la délinquance qu'on rencontre dans le transport, c'est la délinquance de la ville. Dans le transport, vous pouvez avoir des vols à main armée, vous pouvez avoir des agressions sexuelles, vous pouvez avoir des vols, atteintes aux personnes, atteintes aux biens, donc plus génériquement. Il fallait, puisque nous sommes une entreprise, que les clients puissent voyager en toute sécurité. Nous avons une obligation légale qui est d'assurer la sécurité de nos clients, qui a été répétée dans la loi Savary du 22 mars 2016. Donc nous assurons cette sécurité comment ? D'abord, chaque filiale qui est autonome, tout à l'heure vous me parliez de notre organisation, chaque filiale est autonome, son directeur général est le responsable unique des problématiques qui peuvent se rencontrer. Et des réseaux comme Lyon, Lille, Bordeaux, Rennes, qui sont nos réseaux majeurs, ont leur propre service de sécurité et de contrôle. Alors, on a l'habitude de voir des services internes de sécurité à la SNCF,
je pense à la SUGE, surveillance générale de la SNCF, et à la RATP avec le GPSR. Oui. La loi Savary a permis de créer des services internes de sécurité dans toutes les sociétés de transport. Oui. Sur l'île, nous avons répondu récemment à l'appel d'offres que nous avons gagné. L'opérateur, enfin, l'autorité organisatrice, pardon, nous demandait de créer un service interne de sécurité, conformément à la loi Savary. C'est ce que nous avons fait. Nous avons créé, à compter du 1er avril, un service interne de sécurité d'une centaine de personnes qui ne sont pas armées d'armes à feu, mais qui ont des aérosols et des matraques et des liens. Catégorie D. Catégorie D. Et sur ces problématiques, dans chacun de nos réseaux, il y a un responsable sûreté, souvent lutte contre la fraude, il cumule. Dans les plus gros, c'est assez variable. Certains sont directeurs sûreté et d'autres luttent contre la fraude, mais quelques-uns sont directeurs sûreté, lutte contre la fraude. Donc moi, j'ai des correspondants dans chaque réseau avec lesquels je suis en contact. J'ai une communauté professionnelle via une application qui s'appelle Kiosphère, et toute notre communauté se transmet des informations, échange via des forums, à une bibliothèque de documents sur cet outil qui nous permet de converser au quotidien, d'échanger des bonnes pratiques. Mais nous avons également, tous les trimestres, une réunion de tous ces correspondants que l'on appelle le comité IKES, Institut Keolis de la Sûreté, au cours desquels nous échangeons et puis nous faisons le point de la sûreté des réseaux et du niveau de fraude. Oui, on dit que les transports, c'est le domaine économique où il y a les menaces ou les risques les plus importants par leur variété. Vous confirmez ? Tout à fait. Alors pourquoi ? Parce que le transport draine énormément de monde. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de milliards de voyageurs. Et le moindre réseau, c'est des millions de voyageurs qui sont en général regroupés. Les attentats qui ciblent un maximum de personnes, c'est pour ça qu'ils se font aux abords des salles de spectacle, dans les salles de spectacle, eh bien, ont compris que dans les transports, il y avait matière à faire énormément de dégâts. Alors c'est pour ça que des précautions sont prises, elles sont différentes dans le réseau de surface et dans le réseau souterrain. Bien sûr. Avec des systèmes de détection aujourd'hui très modernes, grâce à la vidéo intelligente, les algorithmes, etc. Donc, nous utilisons des services internes de sécurité, mais je le préfère, en ce qui me concerne en tout cas, nous utilisons également beaucoup de sociétés privées de sécurité. Oui, alors justement, on va y venir. Quel est leur rôle ? Est-ce qu'ils peuvent déambuler dans les réseaux, par exemple dans les métros ? Est-ce que c'est eux qui gèrent la vidéosurveillance ? Comment ça se passe ? Alors, la vidéosurveillance, nous la gérons en propre. Par contre, sur la présence visible ou non dans nos réseaux, nous utilisons des agents de sécurité, mais également dans les stations, dans les pôles d'échange, des maîtres chiens ou non. Il y a des agents lambda. Et le but, c'est de densifier la présence sécurisante sur nos réseaux. Et également, lorsque l'on a une problématique particulière à certaines heures sur certains réseaux, je pense notamment à l'ivresse alcoolisée les jeudis, vendredis, samedis soirs. Le jeudi soir, la nuit de jeudi à vendredi, ce sont les étudiants. Vendredi à samedi, c'est un peu tout le monde. Et puis, c'est pareil pour le samedi. On a certaines stations où nous plaçons des agents de sécurité pour prendre en charge des gens qui seraient en état d'ivresse, enfin des voyageurs qui seraient en état d'ivresse ou qui seraient excités.
exubérant, trop exubérant. Oui. Alors, vous abordez en fait le problème des incivilités quelque part aussi. Est-ce que c'est un phénomène qui se développe beaucoup? On voit par exemple que dans certains secteurs, ça se développe beaucoup, comme par exemple dans la banque. Mais est-ce que dans les transports, c'est aussi un phénomène qui grandit ou pas? Je dirais que ça évolue dans sa forme, pas en intensité. C'est beaucoup plus déclaré aujourd'hui. Le seuil de tolérance est moindre. La moindre insulte, la moindre menace, même faite en l'air, je vais te casser la gueule, c'est pris en compte. Donc on a un outil qui n'est pas forcément fiable sur la durée. Hein. On a des réseaux où les déclarations d'un coup augmentent parce que la politique de la sécurité a été de dire plus de passe-droit, tolérance zéro, on déclare tout. Et puis on a d'autres réseaux où l'on sait qu'il se passe plus de choses, où l'on n'a pas grand-chose parce que les conducteurs, issus des quartiers souvent, relativisent tout ça et ne déclarent pas tout. Donc il faut trouver le juste milieu. D'accord. Et alors, au niveau des vols et violences, est-ce que là, c'est un phénomène qui est plus contenu, plus marginal, j'imagine? Est-ce que ça arrive souvent? L'arrivée de la vidéoprotection, vous savez que dans les bus, dans les tramways, dans les métros, vous avez maintenant de la vidéo, fait que ça se passe rarement à l'intérieur du bus. Si ça se passe à l'intérieur du bus, c'est une explosion qui n'a pas été réfléchie. C'est une colère subite, c'est de quelqu'un qui ne va pas se préoccuper de ce qui se passe. On a, tout à l'heure, on parlait de la délinquance, mais on a dans nos bus les personnes que l'on retrouve dans la rue, et notamment les aliénés, qui ne prennent pas toujours leur traitement et qui sont à liberté. Et quelquefois, il y a des accidents graves qui se produisent parce que l'un d'entre eux était dans le bus et un regard suffit pour qu'on ait un accident très grave. Mais ça peut se produire aussi dans la rue. Oui, bien sûr, ce n'est pas propre au transport. Et parlez-nous de la fraude et de la lutte contre la fraude. Alors à Paris, c'est assez développé. Est-ce que c'est le cas dans vos réseaux en province? Tout à fait. On a une demande des autorités organisatrices. Je voudrais aborder avant le sujet de la gratuité des transports. Si il y avait gratuité dans les transports, il n'y aurait plus de fraude. Ça, c'est sûr. Sauf que ça peut se faire dans de petits réseaux. Nous, on en a un, c'est Châteauroux, qui nécessite peu d'investissement. Mais dans les réseaux où il faut de l'investissement, c'est des milliards qu'il faut pour... je parle de gros réseaux. Un réseau comme Lille, comme Rennes. Je pense à Grenoble aussi, une ville qui m'est chère. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, cette gratuité, c'est là où il y a un mensonge. C'est que ce n'est pas gratuit. C'est le contribuable local qui va payer. Bien sûr. Et qui ne va pas forcément en profiter. Hein, donc, la gratuité résoudrait le problème de la fraude. C'est sûr. Les autorités organisatrices veulent rentabiliser. Sachez quand même que le prix du billet, c'est 25%, en général, entre 20 et 30%, plutôt 25%, du coût réel du transport qui est payé par le voyageur. Et la fraude, elle est insupportable pour l'opérateur, pour l'autorité organisatrice, mais également pour les voyageurs qui payent, qui ne comprennent pas pourquoi eux paieraient un abonnement, des tickets, des cartes de plusieurs voyages, alors que d'autres ne payent pas et en toute impunité. Nous voulons créer un cercle vertueux, les autorités organisatrices aussi, donc nous luttons contre la fraude. Comment? Eh bien, en ayant déjà des services de contrôle. Oui. Nous avons des agents de contrôle qui ne sont pas des agents de sécurité, ce sont des agents commerciaux qui sont là pour identifier les personnes. Lorsque ça se passe mal, ils ont la vidéo. Et nous sommes en relation avec la police. J'ai oublié de parler de la police tout à l'heure sur la sécurité, c'est très important. Nous sommes en relation avec la police et lorsque ça se passe mal, ces voyageurs récalcitrants sont identifiés et sont poursuivis. Vous savez qu'au-delà de 5 infractions non payées dans un délai d'1 an,
nous sommes dans un délit d'habitude. Qui dit délit dit garde à vue. Donc les petits habitués aujourd'hui peuvent très bien se retrouver dans le cadre d'un flagrant délit le lendemain matin, le surlendemain, ou au moment de leur interpellation, placés en garde à vue et déférés dans le procureur de la République. Il y a quand même un certain nombre de moyens. Et ça a changé un petit peu, le profil des fraudeurs? Ce qu'on constate, c'est que la fraude baisse. Je vous donne un exemple. Un réseau comme Lille, qui était à plus de 20%, aujourd'hui, on est à 11% de fraude. Qu'on peut évaluer. On évalue la fraude comment? On fait un calcul approximatif, on calcule le nombre de voyageurs, et vous dites, 11%, voilà ce que ça représente en chiffres, et 1% de fraude, voilà ce que ça représente. Ça varie en fonction de nos filiales, de nos réseaux. Pour revenir sur la fraude, il y a également des moyens qui nous ont été donnés par la loi, des moyens de coercition, faire descendre des gens qui n'ont pas payé ou qui troublent l'ordre public de nos véhicules. Prévenir la police, il y a un délit maintenant pour les personnes qui n'ont pas de pièce d'identité alors qu'ils sont en infraction. La police vient et les contrôle. On a besoin du support de la police, ne serait-ce que pour les vérifications d'identité. Et je vais revenir sur la sécurité et la sûreté en général tout à l'heure. Dans les réseaux de transport, publics comme les nôtres, on travaille, je dirais, en symbiose avec la police nationale et les forces de sécurité intérieure en général, gendarmerie, police municipale. Pourquoi? Parce qu'elles viennent en support de nos actions. Quand on a une difficulté, ils sont là pour nous soutenir. Et plus globalement, nous venons également en support de la police nationale. Comment? Par des moyens. Quand on paye des sociétés de sécurité, quand on met des caméras, quand on met des caméras intelligentes, quand on met des divers dispositifs qui nous permettent de dissuader la violence, etc. etc. Très bien. Alors, il y a aussi une menace dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la menace terroriste. Il y a eu des attaques de réseaux ferroviaires dans le passé, notamment on a tous à l'esprit l'attaque du Thalys en 2015, qui aurait pu être beaucoup plus dramatique si les passagers n'étaient pas intervenus. Alors, des mesures de sécurité ont été prises, et elles s'apparentent de plus en plus à ce qu'on constate dans les aéroports, aux mesures de sécurité des aéroports. Est-ce qu'on se dirige vers ce type de système? Mais ça semble quand même difficile, parce que les nombres de passagers n'ont rien à voir entre les passagers aériens et ferroviaires. Alors, on vit avec cette menace. Nous avons des portiques. Et nous avons du contrôle bagage rayon X dans 2 de nos métros. À Hyderabad, métro qui n'est pas un métro automatique et qui est un métro aérien, et en Chine. Alors, ça fonctionne bien. Après, c'est une question de culture. Mais ce sont des vérifications aléatoires ou c'est non, systématique? tous les gens passent. Il y a d'ailleurs un porticom, un portifemme pour les détections d'objets. Il y a des détections manuelles avec la raquette qui permet de voir si la personne a quelque chose. Dès l'instant où ça sonne, c'est vérifié. Et tous les bagages passent au rayon X. Alors, ce ne sont pas des réseaux, contrairement à ce qu'on peut penser, ou qui sont surdensifiés en voyageurs. Ça s'écoule normalement. Mais on pourrait imaginer demain qu'on y vienne. Qu'on y vienne aussi en France, il faudra canaliser. Mais il y a eu des tests, notamment sur le Thalys, d'ailleurs. Sur le Thalys. Oui. Alors, il y a quand même un problème que tout le monde oublie, et puisqu'on parle du transport aérien, vous parlez du transport aérien. Le transport aérien, l'important, c'est la sécurité des passagers une fois qu'ils seront en vol, lorsqu'ils sont passés de l'autre côté du contrôle. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, avant le contrôle, vous avez de la foule, et de la foule dense. Très dense, et lorsque vous avez une menace terroriste,
c'est autant de victimes en puissance. Oui, oui. Puisque, c'est ce qui s'est passé à Bruxelles, par exemple. Voilà, parce qu'on regroupe des gens avant même qu'ils soient contrôlés. Mais ce n'est pas la problématique du transport aérien. C'est la problématique de la police aux frontières, de la société qui gère l'aéroport, mais les agences de sécurité aérienne, pour eux, c'est dans l'avion, il faut que rien ne se passe. Et il est vrai que chaque fois que vous mettez des mesures en amont, vous créez des regroupements de voyageurs et vous affaiblissez votre dispositif parce que, effectivement, avec une arme à répétition, machine gun, un pistolet mitrailleur, vous pouvez faire des dégâts considérables sur ce genre de foule, ou encore une attaque via un kamikaze qui se ferait sauter au milieu d'une foule, ça peut arriver de partout. Bien Alors, sûr. on a des systèmes maintenant, et notamment vous parliez de la SNCF, qui essaye de l'analyse comportementale à partir de caméras dites intelligentes. Ouais. C'est un outil. Il n'y a pas d'outil miracle. La vidéo est un outil. Les portiques sont des outils. Des outils, il y en a plein. La détection d'explosifs par les chiens, c'est un outil. Et vous avez, excusez-moi de vous interrompre, vous avez aussi des profilers, par exemple, comme il y a dans les compagnies aériennes ou dans les aéroports? Non. La SNCF, oui. Ouais. La SNCF le fait. Sur l'île où nous sommes un peu en avance, on y viendra, puisque on a décidé de mettre le paquet en matière de sécurité, de lutte contre la fraude à Lille, à la demande de l'autorité organisatrice. C'est un renversement, en fait, de politique par rapport à ce qui se faisait avant. Mais nous travaillons beaucoup sur la vidéo intelligente. On pense que avec les algorithmes, là, il y a matière et la technique va bien aider l'homme, nécessiter peut-être beaucoup moins de personnel, mais il y aura toujours l'homme derrière. Et alors, dans les transports, il y a des événements quelquefois qui sont très importants et qui sont organisés. Je parle de Jeux Olympiques, de rencontres sportives, de rencontres culturelles. Et là, il y a un afflux de personnes dans les transports en commun qui sont énormes. Alors, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises pour ces événements un peu exceptionnels? Alors, nous avons eu à gérer l'Euro 2016. Oui. Nous avons eu à gérer aussi sur la Gold Coast les Jeux du Commonwealth. Et pour vous dire, des gens de Gold Coast sont venus en France voir comment on avait travaillé sur l'Euro 2016, ont pris des idées. On a un guide de la gestion de foule, puisqu'il nous appartient à nous de gérer les flux, et aux autorités de police et de gendarmerie d'en assurer la sécurité, avec les moyens que nous mettons également en place. Et dans ce genre de moment, nous participons à l'organisation dans la ville où elle est mise en place, par des réunions qui se font au niveau de la préfecture, c'est le préfet qui prend ça en charge, et tous les partenaires sont réunis, dont le transporteur, et nous expliquons ce que l'on fait. Le préfet, s'il estime que ce n'est pas suffisant, nous demande de faire plus. On utilise, par exemple, sur l'Euro 2016, aussi bien à Lyon qu'à Lille, on a multiplié par 10 le nombre d'agents de sécurité. Il y en avait partout. Parce que ce moment ne doit pas être un échec, il ne doit pas y avoir de problème lors de ces grandes manifestations. Alors, vous l'avez dit au tout début, SNCF est actionnaire de votre groupe. Est-ce qu'il y a une coordination aussi au niveau des processus, des pratiques en matière de sécurité? Oui, alors, la SNCF met en place des techniques. Elle fait des expérimentations, on l'a vu avec les chiens explos, de détection d'explosifs, l'analyse comportementale via les vidéos. Si ça fonctionne, on utilise. Les chiens explos dans le métro, à Lille ou à Lyon, on utilise, si c'est nécessaire.
en utilisant des sociétés de sécurité. Et pas forcément ceux de la SNCF qui peuvent être pris par ailleurs, mais on pourrait utiliser ceux de la SNCF. Mais dans l'autre sens, Keolis est pour la SNCF aussi une terre d'expérimentation. Et notamment, pourquoi ? Parce qu'on est plus souple. On parlait tout à l'heure des portiques. Oui. Les portiques, on en avait mis bien avant qu'on en mette pour le Thalys. Et donc la SNCF a tenu compte de ce qu'on avait fait dans la lutte contre la fraude. Le contrôle en civil, on le fait depuis de très nombreuses années. Le port de caméras par nos agents commerciaux de contrôle. Les caméras piétons. Les caméras piétons, on a ça depuis 2015. On utilise ces matériels. La SNCF les a inscrits dans la loi pour ses services internes de sécurité. Ce n'était pas une demande de ces agents de contrôle. Donc nous, c'est une demande forte, puisqu'on est dans la sécurité. Un réseau comme Caen, par exemple, qui avait à peu près 20 agressions par an, ils sont tombés à deux années successives. D'accord. Alors, vous avez une autre casquette dont on n'a pas parlé, c'est celle de la lutte contre les cybermenaces. Est-ce que dans vos réseaux de transport, il y a des menaces de ce genre de piratage informatique ? Alors, il y a des menaces et on subit des attaques quotidiennement. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu sur ma boîte mail, enfin c'était même vendredi, j'ai reçu sur ma boîte mail un mail des impôts me disant que j'avais trop versé et qu'il me devait une certaine somme et me demandait un certain nombre de renseignements, etc. etc. Bon, c'est un événement, mais qui est sur le réseau Keolis, sur notre réseau mail Keolis. Donc, eh bien, on a alerté. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On vérifie si d'autres ont reçu. Et immédiatement, pour voir ce qu'ils ont fait, s'ils ont répondu ou pas. Ça, c'est un exemple. Mais, par exemple, sur les données, on a des tentatives de vol de données également, très fréquentes, et on a eu une alerte sur je vais vous parler du réseau de Lille, on en avait une sur le réseau de Dijon, mais sur le réseau de Lille, une de nos applications pour les voyageurs pouvait être piratée. Elle ne l'a pas été, c'est un jeune universitaire qui nous a dit, systématiquement, quand je vais sur une application, je regarde si elle a des failles, et vous avez une faille. Dès l'instant où cette faille a été signalée, en tout cas, dès l'instant où elle est remontée au groupe, elle a été prise en compte, l'application a été arrêtée, et nous sommes en train de durcir. N'oublions pas que le 25 mai entrera en vigueur le règlement général de la protection des données. Alors, on a eu aussi ce qu'on appelle du défaçage, c'est-à-dire la page d'un site qui est transformée pour une publicité quelconque. Et donc, ce genre de choses, on essaye de lutter contre. Ça, c'était à Dijon, où le site qui était utilisé pour faire de la vente de contrefaçon. Ça arrive. Et on a monté au sein de Keolis une cellule cyber-risque pour faire ce qu'on appelle de la cybersécurité, mais à 360 degrés, que tout le monde se sente concerné. Aussi, il n'y a pas que le responsable des systèmes d'information qui est concerné. Parce que vous avez des attaques sur les matériels, les serveurs, les réseaux en général, mais vous avez des attaques aussi aux moyens des matériels qui sont ni plus ni moins que des escroqueries ou des tentatives d'escroquerie qui avant se faisaient avec du papier, avec du courrier, qui maintenant se font via le net. Et ces professionnels qui se réunissent, marketing, assurance, fraude, sûreté, sécurité, j'en oublie un important, c'est les audits. Eh bien, dès qu'on a une alerte, nous informons immédiatement l'ensemble de nos salariés qui sont concernés. C'est quasi immédiat. Ce qui m'est arrivé ce week-end, immédiatement c'est parti sur le site et tout le monde était informé que ce mail, il ne fallait pas l'ouvrir. Très bien. Écoutez, Jean-Claude Borel-Garin, je vous remercie pour ces réponses très précises et passionnantes. Et je donne rendez-vous à tout le monde pour une autre émission, un autre débat sur une autre problématique de sécurité. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci, monsieur.